Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de News Deal Sport. Les 36 matchs de poule de la CAN Côte d'Ivoire 2023 ont abouti à 89 buts avec une moyenne de 2,5 buts par match ainsi que 115 cartons jaunes et 4 cartons rouges. Nous connaissons désormais les 16 nations qualifiées pour les huitièmes de finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Les affiches de cette phase débutent ce samedi 27 janvier 2024 et avec mes invités déjà en plateau d'ailleurs, nous allons analyser sur à quoi on peut s'attendre. Ange, bonjour. Bonjour Et re-bienvenue, c'est la deuxième émission pour parler de la CAN Côte d'Ivoire. toujours un plaisir d'être là. Alors en face de vous, Yves Sanwa. Yves, bonjour. Bonjour Lié et bonjour à tous. Et bienvenue une fois encore sur IFA Télévision. Avec plaisir. Alors dites-nous, 34e édition de la CAN, hein, aujourd'hui nous nous retrouvons en Côte d'Ivoire pour cette fête. Nous connaissons déjà les nations qualifiées. Alors, durant la phase de poule, quelles sont ces équipes-là qui vous ont impressionné? D'abord, les 16 équipes, je pense que quand on va parler des 16 équipes qui nous ont impressionnés, on peut que citer pour le moment les 16 qualifiés. Je crois que déjà, en termes d'équipes qualifiées dans la poule A, on a la Guinée équatoriale Oui. qui sort premier de cette De sa poule-là poule. avec 7 points. On a le Nigeria qui suit cette Guinée avec 7 points aussi, Oui. et la Côte d'Ivoire qui sort miraculeusement Voilà. qualifiée avec voilà, 3 points. Dans la poule B, on a le Cap-Vert avec 7 points, l'Égypte avec 3 points. La poule C aussi nous a proposé 3 qualifiés. Il s'agit du Sénégal avec 9 points, Oui. du Cameroun avec 4 points, de la Guinée équatoriale avec 4 points aussi. La poule D aussi nous a proposé 4 qualifiés. Il s'agit de l'Angola avec 7 points, Oui. du Burkina Faso avec 4 points, de la Mauritanie avec 3 points. Ensuite, la poule E aussi n'a pas manqué à proposer 3 qualifiés. Il s'agit du Mali avec 5 points, de l'Afrique du Sud avec 4 points, de la Namibie, cette équipe qui nous a surpris Surpris, voilà. voilà, dans cette compétition avec 4 points également. Pour finir, dans la poule F, on a le Maroc qui a 7 points. La RDC aussi avec 3 points. En ce qui me concerne, les équipes qui m'ont beaucoup impressionné, je mets à la tête de ma liste la Oui. Namibie qui a décroché sa première victoire dans cette compétition et qui a aussi réussi à franchir le premier palier de la CAN. De cette C'est compétition. historique cette performance. Et aussi, pour finir, je note aussi voilà, la déception qu'a créée l'équipe algérienne en sortant de cette poule avec 0 victoire. Comme à l'édition précédente, hein, Exactement, 0 victoire et dernier de sa de poule. sa poule. C'est étonnant vu voilà, la mada offensive que composent les Fennecs d'Algérie. Alors, très rapidement, Ange Mondial, la Côte d'Ivoire qui a joué pratiquement lundi, mardi, mercredi avant de finalement être qualifié pour les huitièmes de finale. Euh, c'est, c'est une victoire ou une qualification miraculeuse, hein. C'est comme on le dit, tant qu'on vient, on espère. Oui, c'est ça. Les Ivoiriens ont espéré pendant plusieurs jours avant de pouvoir se qualifier suite à la victoire du Maroc qui est sur l'unique but marqué à la 38e minute par le leader technique de cet effectif marocain, Hakim Ziyech, pardon. Et donc, c'est vraiment déplorable que l'équipe qui organise la CAN puisse attendre, hein, qu'une autre équipe gagne pour pouvoir se qualifier. Donc, après ça, il faut tirer des conclusions. Le coach a été viré, Jean-Louis Gasset a été viré de son poste, suivi de son adjoint. Il a été remplacé par MS Faye qui sera accompagné Un ancien de Guy international Demel. ivoirien, Voilà, des anciens internationaux français ivoiriens, ivoirien. qui vont reprendre la charge de cette équipe française, pardon, de cette équipe ivoirienne. Ivoirien. Vous aimez les Français? Ah oui, parce que je voulais repartir sur
le cas Louis Gasset, un coach qui a été nommé il y a pratiquement un an de la compétition. Il n'a jamais travaillé en Afrique, c'est sa première expérience en Afrique. Il n'a jamais eu la charge d'une équipe nationale. C'était sa première fois aussi. Il s'est planté sur beaucoup de points. Moi, je vais parler d'abord du casting qui a fait polémique. Et ensuite, hein, la gestion de l'équipe, les choix qu'il a opérés sur certains matchs. Chez moi, personnellement, c'était comme si Jean-Louis Gasset était venu à la CAN pour jouer des matchs amicaux. C'est pas à la CAN qu'on teste X ou voilà, X ou Y joueurs. Non, la CAN, c'est une équipe qu'on prépare et tout. C'est vrai que les équipes n'ont pas eu le temps de bien se préparer, mais pour une équipe comme la Côte d'Ivoire, qui a des joueurs qui jouent au haut niveau et tout, normalement, le choix ne devrait pas être si difficile. Mais Jean-Louis Gasset, avec l'effectif qu'il a amené à la CAN, s'est planté sur les 3 matchs. C'est vrai, le premier match, ils l'ont gagné 2-0, mais sans convaincre. C'était pas le Côte d'Ivoire qu'on attendait, c'était pas le jeu, c'était pas l'animation, c'était pas le style qu'on connaît à la Côte d'Ivoire. Si on s'en réfère à l'exploit que cette équipe a fait en 2015, on est très loin de l'ancienne génération et de ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, à part la Côte d'Ivoire qui a supporté beaucoup d'autres nations d'abord avant d'avoir son quitus, est-ce qu'il y a des équipes qui vous ont impressionné lors de cette phase de Bien poule? évidemment, cette CAN, c'est une CAN des surprises, hein, comme on le dit. Moi, je vais beaucoup plus me baser sur les équipes qui sont taguées de petites. Hein. Ouais, Je vais commencer par la Guinée équatoriale qui a été demi-finaliste de cette CAN en 2015 et qui était quart de finaliste en 2021, qui se qualifie brillamment dans une poule où il y a la Côte d'Ivoire, le Nigeria. La Guinée équatoriale, je le rappelle, qui a d'ailleurs la meilleure attaque de cette compétition. Avec Emilio Nsoué qui finit avec 5 buts. Et l'équipe a marqué 9 buts. Voilà un attaquant qui est actuellement meilleur buteur de la CAN avec 5 buts, mais qui, dans son club de 3e division d'Espagne, joue latéral droit. Donc ça dit qu'il y a un problème. Si lui, latéral droit, dans un club de 3e division en Espagne, est meilleur buteur de la CAN, c'est que véritablement il y a un travail déjà, de fond. en équipe nationale, il joue en attaque. Voilà, c'est ça, je dis. Il y a un travail de fond qui a été fait. On ne se base pas sur les individualités. C'est un collectif qui travaille depuis quelques années. Un collectif qui est composé de joueurs de bas niveau. Excusez-moi le terme. Des joueurs qui évoluent dans des clubs pas top, mais dans un collectif bien huilé, on se comprend, on fait les efforts pour chacun, on attaque ensemble, on recule ensemble, on défend ensemble. Donc moi je pense que c'est une des équipes qui m'a beaucoup émerveillé dans cette première partie. Il y a aussi l'équipe du Cap-Vert, qui a aussi fini premier de sa poule. Ensuite il y a l'équipe de la Namibie, qui a battu la Tunisie, qui est qualifiée pour la première fois de son histoire pour les 8e de finale. Il y a aussi la Mauritanie, qui a eu sa première victoire à la CAN face à l'Algérie aussi. Donc, ces équipes, sans oublier aussi l'Angola, qui a beaucoup émerveillé. Le Mozambique aussi, même si finalement ils ont été éliminés, ils ont fait un très beau jeu. Surtout leur dernier match face au Ghana, le 2 buts partout. Il fallait avoir de la grinta, il fallait avoir de la volonté, de l'envie pour pouvoir remonter les 2 buts et repartir. Ils sont dans la poule A, la Guinée équatoriale qui finit devant l'équipe du Nigeria, les Super Eagles. Est-ce que vous êtes étonné ou peut-être vous êtes attendu à ça? Vous vous êtes dit une fois que ça va se passer déjà à l'entame des matchs de cette poule-là? Avant le début de cette compétition, je ne m'attendais pas à cette flamboyante performance des Équato-Guinéens. Devant la Côte d'Ivoire, devant le Nigeria, on plaçait cette équipe équato-guinéenne outsider qui pourrait créer constituer une troupe faite à cette poule. Et malheureusement ou heureusement, c'est la Guinée qui a mené la danse dans ce groupe tout au long de la phase de groupe en dominant le Nigeria, la Côte d'Ivoire et toutes les équipes qui ont composé ce groupe. Je crois que la Guinée équatoriale n'a pas volé sa qualification. Elle a été flamboyante. Elle a su démontrer qu'elle n'était pas qu'à finaliste de la dernière édition pour rien et que sa philosophie reste la même, c'est de
de jouer ensemble, comment dire, de constituer voilà, une formation digne pour une compétition continentale qu'est la CAN. Il faut aussi le dire, hein, Oui. quand les équipes font de belles prestations, il faut l'accompagnement qu'il faut, surtout politique, il faut de la motivation. Et l'État équato-guinéen n'a pas désigné sur les moyens. Le dernier match de la Guinée équatoriale contre la Côte d'Ivoire, c'était le 22. Après cette belle victoire 4-0, le lendemain, le chef de l'État équato-guinéen a décrété férié la journée du 23 et a offert 1 million de dollars gratuitement aux joueurs. Et il ne faut pas l'oublier aussi, à chaque but marqué, l'équipe emporte 50 000 dollars. Et donc, Emilio... Est-ce que c'est pas l'argent qui motive cette équipe? Ah oui, il faut le dire, hein, l'argent c'est le nerf de la guerre. Hein. Dans toute chose, on a besoin d'argent. Et quand on sait qu'on gagne, on a de l'argent, derrière de la motivation, on se donne. C'est vrai que ce n'est pas forcément l'argent seul qui motive, mais l'argent participe beaucoup à la motivation. Alors on prend très rapidement, voilà, Si vous permettez, hein, oui, si vous permettez, j'aimerais placer un mot sur cette équipe équato-guinéenne. Vous vous souvenez de la CAN 2012, je crois, que la Guinée a organisé avec le Gabon. Oui. C'est cette même équipe-là qui est toujours là. Il y a toujours un noyau qui a été préservé, avec une continuité, voilà, Salvador, voilà, qui a été ce noyau-là. Il y a un noyau qui a été préservé jusqu'à aujourd'hui. Je pense que cette équipe, ce noyau tend déjà vers la fin, mais la fédération a réussi, voilà, à construire une équipe autour de ces anciens-là, en allant décrocher, voilà, des binationaux et même des joueurs qui ont envie de représenter la Guinée équatoriale, même si ils sont pas vraiment équato-guinéens, mais qui se donnent à fond parce qu'ils ont trouvé une opportunité et ça marche, donc c'est une bonne politique. Une bonne phase de transition d'ailleurs. Donc il faut que chaque équipe arrive à trouver ce noyau-là au sein de cette équipe. On ne peut pas automatiquement jeter les anciens et décider de construire avec la jeunesse. Ça ne peut jamais prendre. Il faut aller progressivement, comme le fait la Guinée, comme le fait le Sénégal. Vous adressez à une nation qu'on connaît? Comme le Bénin. Alors dans la poule B, l'équipe du Cap-Vert qui est en tête aussi devant les Égyptiens. Les requins bleus qui sont devant l'équipe, les pharaons, hein, Oui. avec 7 points, hein, suivi de l'Égypte 3 points. Franchement, avant l'entame de cette CAN, personne ne pouvait imaginer un tel scénario que les requins bleus soient premiers avec 7 points et l'Égypte deuxième avec 3 points. Les Ghanéens se sont fait éliminer sur le dernier match face aux Mozambicains, un très beau match des Mozambicains, où il y avait de l'envie. Les Ghanéens, ils n'attendaient pas cela. Malheureusement pour eux, ils ont été éliminés. Et je l'ai dit ici la dernière fois, c'est une équipe qui est en phase de transition, puisqu'il y a un noyau, hein, qui est vieillissant, qui est en train de partir. Je veux nommer par exemple les frères Ayou, qui sont là et qui sont en train de céder la place au nouveau. Le Ghana est en phase de transition. Ça sera un peu compliqué, mais avec le temps, c'est de profiter de l'ancienne génération, voilà, pour pouvoir préparer la nouvelle. Maintenant, il ne faut pas aussi oublier. Est-ce que c'est pas une mauvaise transition finalement? Ah non. Parce que depuis 3 CAN, en réalité, le problème de l'équipe, contrairement à l'équipe guinéenne qui depuis 2015. En réalité, le problème de l'équipe ghanéenne, c'est que pendant un long moment, quand on parlait des compétitions de jeunes en Afrique, c'était le Ghana. Oui. En U17, en U20, c'était le Ghana. Même au niveau là, ils avaient une formation solide. Mais depuis un bon moment, là, cette formation a disparu. Ce vivier de jeunes joueurs a disparu. Et donc, ce qui rejaillit directement sur l'équipe A. Donc, il y a tout ça là qui justifie les prestations compliquées de l'équipe, de l'équipe ghanéenne actuellement. Et donc ces joueurs du Cap-Vert sont à féliciter. C'est comme l'équipe du Mozambique. Il n'y a pas de star. C'est une équipe qui joue ensemble, qui joue collectif et qui est très efficace devant les buts. S'est réveillé à un moment un peu tardif. Hein. Ils payent leur deuxième match perdu lourdement 3-0 face au Mozambique. Oui. Voilà. Alors, Yves Sanwan, le Cap-Vert qui termine avec 7 buts, il fait partie des meilleures attaques de cette compétition, en tout cas de cette phase de poule. Oui, le Cap-Vert a surpris plus d'un.
en étant leader sa de la poule. poule B. Oui. C'est une performance incroyable et appréciable. Moi, je suis très sidéré par voilà, l'engagement, l'envie que dégage cette formation et aussi la cohésion qu'on retrouve au sein de cette équipe qui joue crânement ses chances et qui essaie de prendre du plaisir et c'est ça qui crée la différence. Ces genres de formations sont à l'image du Mozambique, Oui. de la Namibie. C'est des De Guinée formations qui, équatoriale, voilà, de la Mauritanie. c'est des Ouais. formations qui ne disent plus, voilà, et on a un adversaire de taille devant. Donc pour eux, c'est que le football c'est à 11. Donc chacun joue, c'est carrément, si ça donne quelque chose, on fait le point à la fin. Donc c'est un peu ce qu'a appliqué cette formation capverdienne qui m'a beaucoup impressionné avec son réalisme, ses engagements. Voilà, il terminé premier De de sa cette poule. poule. Au fur des 3 matchs, moi ça ne m'a pas étonné, mais avant cette compétition, oui, je suis surpris de voir cette équipe du Cap Vert devant, mais à l'issue de la troisième journée, je pense que c'est logique que cette formation-là reste à la tête quand on voit une équipe égyptienne très timide Voilà. tout au long de la compétition et voir aussi voilà, le Ghana qui n'arrive pas voilà, à retrouver ses sensations d'avant. Oui. Et voilà, donc si le Ghana est en méforme, l'Égypte est très timide. Le Mozambique qui a essayé de jouer les trous faits mais qui n'a pas pu réussir, je pense que c'est logique que cette équipe du Cap Vert soit premier de la Alors poule par B. quoi on justifie cette performance égyptienne qui vraiment n'a pas sidéré les supporters égyptiens, même vous qui êtes passionné de football? Écoutez, moi je pense que l'Égypte aujourd'hui est en déclin comme pas mal d'équipes, mais l'Algérie, la Tunisie, c'est des équipes qui sont en reconstruction. On ne va pas dire que l'Égypte n'a pas été au niveau parce que bon, Salah s'est blessé. Non, moi j'ai toujours vu une équipe égyptienne meilleure sans Salah. Voilà, déjà C'est pas avec Mostafa, Trezeguet. Trezeguet et autres. Oui. Moi, je pense plutôt qu'il faut que ces équipes sont en phase de transition, comme le Ghana, comme l'a dit, le Ghana et l'Algérie aussi. Ils sont dans le même schéma de transition, de renouvellement de l'effectif. Et donc, c'est un peu compliqué pour les coachs quand il faut passer à la phase transitoire. C'est compliqué quand vous jouez face à des équipes déterminées, des équipes qui ont de l'envie, qui veulent gagner, qui se disent, bon voilà, on n'a rien à perdre, on a la CAN, on a pu déjà se qualifier, on n'a rien à perdre, il faut jouer, il faut se faire plaisir. C'est difficile de jouer face à ces gens d'équipe. Le collectif domine plus que l'individualisme. Donc voilà, je Alors, pense que c'est compliqué pour eux. C'est vrai, ils se sont qualifiés, mais ça sera ça compliqué craint pour la suite. pour la suite. Alors on aborde très rapidement la poule C qui voit l'équipe sénégalaise en tête avec 3 victoires, 9 points Logique, le champion en titre. en Hein. titre. Qui... c'est, Est-ce que ce n'est pas le champion en titre se dit actuellement, voilà, nous terminons avec 9 points, nous avions fait une bonne phase voilà, de poule. Ce n'est pas le moment. Non, mais écoutez, les Sénégalais se sont préparés. Hein. Actuellement, sur le plan africain, c'est le Sénégal. Dans la formation, dans les catégories de jeunes, Oui. c'est les Sénégalais. En témoigne le jeune Lamine Camara qui est dans l'effectif titulaire et qui marque des buts. Très bon joueur. C'est la preuve que la formation paye toujours. Donc, si le Sénégal, champion en titre, gagne ces 3 premiers matchs dans les phases de poule, il n'y a pas de surprise là. La logique a été respectée. Mais dans la suite, quelle suite il y aura pour cette équipe? C'est ça la véritable question, puisqu'ils vont jouer contre le Sénégal est suivi du Cameroun et de l'équipe de la Guinée. Tous 3 qualifiés pour les huitièmes de finale. Voilà, la poule C a eu le classement logique, le classement qui devait être. Voilà, la meilleure équipe est première, suivie du Cameroun qui revient miraculeusement à la deuxième place, et suivi de la Guinée et Conakry qui essaye aussi de ne pas voilà, lâcher la course au huitième de finale. Donc, pour moi, c'est logique que le Sénégal soit devant
ces deux formations parce que voilà, quand on visualise toutes les rencontres de la phase de groupe, c'est la meilleure équipe dans tous les compartiments, c'est la meilleure, que ce soit au niveau dans les buts, au niveau de la défense, au niveau du milieu, il y a de la qualité partout et c'est normal. Et vu aussi que le Cameroun n'est pas aussi le Cameroun qu'on connaissait, voilà, c'est une équipe camerounaise qui est revenue voilà, miraculeusement. C'est vrai qu'on dit de ne pas vite enterrer les lions indomptables qui sont toujours vivants. Et là, ils nous ont démontré, je précise, miraculeusement face à la Gambie. Face à la Gambie, voilà, cette rencontre qui s'est soldée sur un score de 3-2. Voilà, la Guinée a déjà réussi sa première phase de CAN en décrochant 4 points. Donc, malgré la défaite lors du troisième match contre le Sénégal, je pense que cette Guinée-là aussi a ses chances dans cette CAN. Alors, très rapidement, la poule D, Ange le disait déjà en début d'émission, cette CAN, c'est la CAN des surprises. Et la poule D, qui mène cette poule-là? L'équipe angolaise. L'équipe angolaise pour la poule E, oui, avec 7 points. Pour la poule D, Pardon, suivi du Burkina avec 4 points, oui. La Mauritanie 3 points, de l'Algérie 2 points. Voilà encore un groupe où l'Angola finit premier. Qui pouvait imaginer cette équipe de l'Angola terminer à la première place? Personne. Donc moi je pense que nous sommes en train d'assister à une révolution du football africain. Les équipes travaillent, les équipes grandissent, les équipes se donnent les moyens d'atteindre les objectifs. Voilà, et donc ces équipes sont à féliciter. Quand on voit l'équipe de l'Algérie qui est éliminée avec 2 points, c'est quand même décevant qu'une équipe constituée de ces stars connues, Slimani, Bounedjah, Mahrez, voilà, qui perd un match crucial face à la Mauritanie, 1-0. C'est quand même impressionnant. Alors très rapidement, la poule D. La poule D, la déception, comme je l'ai dit au début de l'émission, c'est l'Algérie qui n'a pas su profiter de la qualité de son effectif. Et aussi, voilà, quand vous avez un entraîneur qui n'arrive plus à trouver les mots juste pour pouvoir révolter, voilà, non, pas forcément justifier, essayer de remobiliser sa troupe. Okay. Je pense que c'est logique que les résultats s'enchaînent négativement. Après la CAN 2019, cette équipe algérienne n'a plus connu de succès en tant que tel, même si après la CAN 2019, voilà, la série d'invincibilité a été un peu allongée, mais après cela, à la CAN en 2022, cette équipe a été éliminée pour les éliminatoires de la Coupe du Monde par le Cameroun. Après, voilà, ils ont été sortis lors de la phase de groupe de la CAN 2021 et maintenant ils sont sortis encore. C'est un échec crucial pour cette formation gérée par Belmadi et voilà, la fédération a pris la meilleure décision de pouvoir se séparer de Belmadi. C'est un peu triste vu ce qu'il avait réalisé en 2019, mais c'est la logique. Quand ça ne marche pas, il faut changer pour voir ce que ça va donner. Voilà. Maintenant, après, moi je dis, cette formation algérienne, voilà, ne peut que voilà, s'en vouloir à lui-même, parce que quoi, voilà, vous avez de la qualité. Je ne crois pas que dans cette poule, il y a une équipe qui a des armes aussi tranchantes que les Fennecs d'Algérie. Quand on voit cette équipe devant la Mauritanie, c'est une équipe qui change d'humeur au fur des matchs. Quand elle n'a pas le ballon, ça commence par s'énerver. Et malheureusement, l'équipe mauritanienne avait un plan. Au début de la rencontre, si vous vous souvenez bien, l'équipe mauritanienne avait laissé le ballon à cette Algérie, mais au fur du temps, il y avait eu des failles parce que l'Algérie voulait coûte que coûte marquer, tout en laissant des failles derrière. Et voilà, ce but est survenu et puis voilà, les gars ont fermé le rideau, voilà. 1-0 à la fin, l'Algérie est éliminée. Comme un certain Michel Dussuyer. Je pense que c'est des équipes qui continuent de se baser sur les individualités des stars. Je veux nommer Riyad Mahrez par exemple.
Or, c'est des joueurs qui, après le sacre, ont pris de l'âge, qui n'évoluent plus à un haut niveau. Ils jouent aux Émirats Arabes Unis maintenant, ce n'est plus le même niveau. Et donc, c'est compliqué pour lui d'enchaîner, de, de, de mettre de la vitesse, de la percussion comme il le faisait avant. C'est compliqué pour lui. Donc, c'est à ces coachs-là de revoir leur système, de beaucoup plus baser leur jeu sur le collectif plutôt que de vouloir jouer avec... le problème est que vous ne pouvez pas avoir ces âmes-là et grâce à fait quelque chose au le moins. Sénégal est là aujourd'hui. Le Sénégal est à ce niveau aujourd'hui, à cette canne-là, qu'on le veuille ou pas. C'est aussi grâce à l'impact que donne Sadio Mané. Oui. Mais actuellement, Sadio Mané a deux pas décisifs dans cette canne-là. Mais quand on voit son jeu, le jeu sénégalais n'est plus trop basé sur Mané. Mais sa présence, en fait... Oui, sa présence sur le terrain apporte quelque chose dans le jeu. L'adversaire craint la présence de Mané sur le toutes les équipes ne peuvent pas avoir la même vision de jeu. Vous prenez le Maroc par exemple. Le Maroc repose son jeu sur Unai et Ziyech. Mais si Unai ne marche pas, Bouffard n'arrive pas à décrocher, Ziyech n'arrive pas à faire quelque chose, le Maroc est foutu. Vous avez des âmes, vous êtes obligé de vous référer à ces âmes-là. Par exemple, la Côte d'Ivoire a reposé son jeu sur Seko Fofana. Et quand Seko Fofana n'arrive pas à trouver de faille dans l'équipe adverse, la Côte d'Ivoire est en panne. C'est un peu ça. Donc, quand on prend la poule B... on va évoluer sur la poule E. En tête, l'équipe du Mali, suivi de l'Afrique du Sud et de l'équipe namibienne. Tous les trois ont validé le ticket, le quitus pour les huitièmes de finale. Ouais, l'équipe malienne, moi je les attendais beaucoup plus que ce qu'elle a proposé. C'est vrai qu'elle a pu gagner l'Afrique du Sud et puis après elle fait 2 matchs nuls. C'est vrai qu'elle n'a pas perdu, mais dans le fond, j'ai trop surestimé cette formation malienne. Fait match nul contre la Namibie, un match nul très timide avec beaucoup d'occasions manquées, moins de créativité. Je pense que le Mali doit revoir vite ses copies parce que la suite de la compétition, il n'y aura pas de pardon, il n'y aura pas à se racheter sur une autre rencontre. Il va falloir aller au front, essayer de vite décrocher un succès pour pouvoir aller loin dans cette compétition. Mais ça va être compliqué. Dans la poule E, moi je salue la belle performance de la Namibie tout simplement. L'Afrique du Sud, elle est qualifiée, c'est le plus important. On verra ce qu'elle pourra faire lors des huitièmes de finale parce que c'est là la compétition démarre vraiment. Et Ange l'avait déjà dit sur ce plateau, l'équipe malienne lors de son premier match, vous avez dit ici, l'équipe du Mali a joué contre qui? L'équipe du Mali a joué, on verra bien dans la suite. Et la suite, c'est que le Mali a fait 2 matchs nuls. C'est vrai, ils ont fait une victoire 2-0 face à l'Afrique du Sud et ils ont enchaîné 2 nuls. Par la suite, il faut aussi notifier qu'il y a eu quelques blessés dans l'effectif, notamment Yves Bissouma, l'une des stars de cette équipe qui joue à Tottenham. Donc quand vous avez des armes, vous l'avez dit tout à l'heure, quand vous avez des armes, il faut les exploiter. Mais quand vous avez une âme qui ne peut pas participer au jeu, c'est compliqué. Peut-être qu'avant cette CAN, le coach avait déjà misé gros sur lui et voilà, arrivé à la compétition, est-ce que ce n'est pas l'erreur? Bon, quand on fait un plan A, il faut faire un plan B parce qu'à tout moment, le joueur peut se blesser, c'est ce qui est arrivé. Donc peut-être celui qui a repris le flambeau, le remplaçant de Yves Bissouma, qui n'est forcément pas au niveau, qui n'est pas forcément au standing que Yves Bissouma est habitué à nous montrer. Donc, c'est un peu ça. Bon, ce qui est important, c'est qu'ils n'ont pas perdu. Une victoire 2-0, c'est déjà bien, ils sont qualifiés. Maintenant, c'est maintenant la vraie compétition commence. Et maintenant, on va jauger beaucoup plus le niveau du Mali dans cette CAN, puisqu'ils ont pratiquement joué, on va dire, à la maison à Korogo, où c'est une région proche du Mali où il y a beaucoup de Maliens qui ont fait le déplacement. Alors très rapidement, la poule F avec le Maroc en tête, 7 points, la RD Congo 3 points. Alors voilà les deux qui se sont qualifiés. Est-ce que le Maroc demi-finaliste, est-ce que beaucoup attendu avec cette performance, parce que on se dit bon, elle mérite toujours sa force de demi-finaliste à la Coupe du Monde. Oui. Une compétition auquel il n'était pas forcément attendu. Une compétition où, par exemple, face au Portugal ou à l'Espagne, ils ont géré, ils n'ont pas eu le ballon. Mais ici,
à la CAN, ils sont attendus. Donc c'est à eux de produire le jeu. Et ils ont eu le ballon d'ailleurs. Ce n'est pas forcément les mêmes registres. Maintenant, quand vous avez le ballon contre les équipes, par exemple la Zambie, la Tanzanie, qui jouent, qui font un football assez physique, c'est compliqué. Ou aussi les deux matchs où ils ont joué, c'était en plein soleil. C'était aussi un facteur défavorable pour eux, un facteur qu'ils ont décrié que la chaleur les embêtait et tout. Heureusement, le troisième match, c'était en nocturne, donc ça a été un peu plus calme pour eux. Donc, avec un résultat mitigé. dans le jeu, ce n'est pas encore ça. C'est vrai, l'Égypte est qualifiée, pardon, le Maroc est qualifié avec 7 points, mais ce n'est pas encore ce qu'on attend d'un demi-finaliste au mondial. Yves Saouan, Maroc, comme le disent les Ivoiriens depuis hier, c'est maintenant Maroc-Ivoire. Ouais, voilà. Le Maroc a gagné, la Côte d'Ivoire a jubilé. C'est de bonnes guerres. Même si le Maroc n'a pas joué pour la Côte d'Ivoire, le Maroc a essayé juste de s'imposer, d'étaler sa suprématie sur son adversaire. Mais derrière, il y a une autre équipe qui est en train de profiter et c'est la Côte d'Ivoire. Donc, tant mieux pour la Côte d'Ivoire. Mais maintenant, si on revient sur la formation marocaine, je pense que le Maroc, la pression est de trop pour le Maroc et le Maroc n'arrive pas à bien gérer cette pression-là et ça peut se retourner malheureusement contre cette formation parce que ce qu'elle a produit jusque-là, à part le premier match, j'ai pas encore vu une prestation qui m'a impressionné, marqué, sidéré sur cette formation marocaine. Il va falloir que Dieu merci, je viens d'apprendre que la CAF a levé la sanction sur Regragui et qui sera certainement de retour pour la prochaine rencontre. J'espère qu'il va trouver la bonne formule pour pouvoir revoir sa troupe parce que le Maroc sans le ballon, on a vu le Maroc sans le ballon, c'est difficile. C'est difficile pour le Maroc de jouer sans le ballon face à des équipes qu'elle estime en dessous de la moyenne. Donc ça commence par la tension monte au niveau du camp marocain et c'est ça qui a beaucoup joué sur cette formation parce que sans le ballon contre la Tanzanie, la Tanzanie a eu le ballon à un moment donné, la Zambie aussi avait eu le ballon d'une période à une autre, mais là ça a été difficile pour cette équipe marocaine là. Donc il va falloir jouer avec le ballon et jouer sans le ballon, sinon ça va être compliqué pour les huitièmes de finale. Oui, dans cette poule, il faut aussi saluer le remarquable travail de Sébastien Desailly, le coach de la RDC. C'est vrai, ils ont fait 3 nuls. Et sur les 3 nuls, c'est chaque fois, sur chaque match 2-2-2-2. Donc ils ont marqué 6 buts, ils en ont encaissé aussi. Mais il faut remarquer le véritable travail que le coach fait avec l'effectif congolais. Un effectif composé de bons joueurs aussi, à l'image de Cédric Bakambou, le Fiston Mayele, l'un des meilleurs attaquants du continent africain. Une équipe qui joue collectif, qui a du mal à gérer ses avances, puisqu'une chose est de marquer et l'autre chose est aussi de gérer derrière. Donc c'est le problème qu'ils ont eu sur ces 3 matchs. Donc je pense que le coach de SAF doit remobiliser sa troupe, surtout faire un travail défensif pour pouvoir assurer la gestion du match parce que c'est très important. Les attaquants devant, ils arrivent à marquer, mais derrière, il faut que les défenseurs aussi fassent faire un grand travail pour pouvoir se regarder les efforts des attaquants devant. Alors nous venons très rapidement de parcourir les 6 poules de cette CAN en 2023. Parlons maintenant des affiches des huitièmes de finale. Déjà, on commence par la première affiche, Angola-Namibie. Quelles sont vos attentes? Angola-Namibie, l'Angola, une équipe. Les 2 équipes sont collectives. Voilà, L'Angola beaucoup plus offensif. Ils ont des attaquants qui marquent. La Namibie, c'est un football beaucoup plus physique. On a vu hier face au Maroc, oui. Le jeu qu'ils ont produit, c'était pas mal. S'il faut pronostiquer, moi je vois, s'il faut pronostiquer, je vois l'Angola passer, puisqu'ils ont un jeu beaucoup plus collectif, beaucoup offensif, et ils sont réalistes. Yves Saouan, vous allez toujours dans le même sens. Est-ce que vous voyez l'Angola passer ou ce sera un match qui sera amplement discuté du début jusqu'à la fin?
Moi, je vois un match très équilibré, même si l'Angola est offensivement supérieur a beaucoup marqué de buts plus que la Namibie. Oui, Mais la Namibie, c'est solide aussi derrière, c'est compact dans tous les compartiments. Moi, je vois, d'abord, c'est une confrontation entre le premier et le troisième. oui, oui, il faut le Donc, rappeler. mais dans le fond, moi, je crois que la Namibie ne peut pas rêver mieux que l'Angola. C'est à elle maintenant voilà, d'essayer De montrer de de quoi montrer de quoi elle elle est est capable. capable, qu'elle n'est pas venue ici par hasard. Mhm. Donc, moi, je vois un match nul, mais je vois la Namibie passer. Alors, la deuxième rencontre, c'est le Nigeria contre le Cameroun. Le Nigeria contre le continent. Si on voit les deux parcours hein, de chaque équipe, le Nigeria et le Cameroun, bon, le Nigeria avec sa star Victor Osimhen Qui, franchement, est qui un peu a marqué timide, hein. juste un Un peu plus. but et Oui, mais vraiment timide. le problème c'est le collectif, c'est le milieu de terrain nigérien qui pose problème. Puisque pour que lui puisse marquer en attaque, il faut qu'on lui remonte le ballon. C'est remonter le ballon qui a le Mais véritable il problème. en a eu, il en a eu. C'est vrai qu'il en a raté quelques-unes aussi, Parce que c'était mais, quelques. Bon, non, c'est mais des occasions franches. c'est inévitable. C'est celui qui marque, il rate. Cristiano rate des buts, Messi rate beaucoup de buts aussi. Donc, moi, je pense que sur cette confrontation entre le Cameroun et le Nigeria, les deux équipes vont sortir le grand jeu. Le Cameroun était à deux doigts de se faire éliminer. Oui, Ils ont su revenir hein, dans la partie face, face à l'équipe de la Gambie, oui. très joueuse aussi. Un match qui s'est soldé par un score de 3-2. Bon, moi je pense que ça sera un match après disputé comme je l'ai dit, Mhm. mais je vois beaucoup plus le Cameroun passer. Le Cameroun passé. Ils sont. Vous allez toujours dans la même direction ou. Non, d'abord, c'est un match aussi intéressant. Oui. Je pense que c'est l'affiche rêvée pour ces huitièmes de finale. Et c'est rarement une demi-finale de Cannes, le Cameroun-Nigeria, ou bien voire même une Une finale. finale. Final. Donc, déjà, voir ça, moi, ça m'attriste un peu parce que un des deux doit rentrer à l'issue de cette rencontre-là. C'est le deuxième contre le deuxième. Oui. Je pense que voilà, le Nigeria pas favori sur cette rencontre au vu de ce qui s'est passé lors de cette phase de Oui. groupe. Le Nigeria a marqué 3 buts, le Cameroun a marqué 5, mais derrière, le Nigeria a encaissé un but et le Cameroun en a encaissé 6. Donc ça pose de problèmes au niveau de la défense camerounaise. Je pense que le Nigeria aussi est timide devant parce que dans les 3 buts marqués, c'est 2 buts que le Nigeria même a marqué après le CSS Voilà. de l'autre. Donc, comme je l'ai dit, c'est un match très équilibré. C'est vrai que voilà, même si le Cameroun est revenu miraculeusement dans cette phase, suite à sa victoire face à la Gambie, cette situation peut aussi voilà, les remobiliser, les donner beaucoup plus d'énergie, mais je vois le Nigeria passer. Alors, dites-moi, Ange, qu'est-ce que cette équipe camerounaise peut faire valoir à quel niveau, et dans quel compartiment de jeu cette équipe camerounaise peut quand même réussir à sortir le grand jeu face aux Super Eagles? Moi, je pense que le problème du Cameroun, comme il l'a dit, c'est la défense, c'est le poste de gardien de but, où aujourd'hui c'est Ondoa qui joue. Enfin, c'est Ondoa qui a commencé. Oui. Après, pour le deuxième match, c'est Onana. Onana qui est arrivé. Il a encaissé 3 buts dans le match. Après, Song l'envoie sur le banc. Ondoa revient. Oui. Moi, je pense qu'il faut de la stabilité dans la défense. Il faut Les de deux la gardiens stabilité. ont encaissé 2 buts, 2 buts. Il Et faut, 3 buts, 3 buts. il faut de la stabilité dans les buts. Il Oui. faut que le gardien soit concentré sur le match. Donc, c'est pas à la canne En qu'il faut changeant, venir voilà, tester, voir, bon, voilà, qui va savoir rester, qui va pas jouer. Moi, je pense que ça, c'est un véritable problème qui embête la défense. Même si les défenseurs font leur mieux et que derrière, il n'y a pas de la stabilité, il y a un problème. Maintenant, en attaque, l'autre problème aussi, c'est Aboubakar, celui qui on a compté, mais qui est finalement blessé. C'est vrai qu'il a repris les entraînements, mais bon, est-ce qu'il va jouer? Est-ce que finalement Song va le lancer dans la compétition? On ne saura le dire, mais moi je pense beaucoup plus qu'il manque de réalisme en attaque. Il manque Alors, très beaucoup plus rapidement, de réalisme l'autre en attaque. rencontre de ces huitièmes de finale, la Guinée Conakry contre
la Guinée équatoriale. La Alors, Guinée, un troisième, une équipe qui finit troisième et une équipe qui finit première de sa poule. la Guinée Conakry qui a aussi fait une belle prestation de poule, qui a perdu son match 2-0 face au Sénégal. Contre la Guinée équatoriale de Emilio Nsoué, meilleur buteur de la CAN. Oui. Ça promet une belle affiche. Alors déjà, il faut savoir que l'équipe de la Guinée équatoriale a la meilleure attaque. 29 buts. Avec 9 buts, 5 de Emilio et 4 de ses partenaires. Oui, Face à la Guinée-Conakry, je pense que les deux équipes vont carrément jouer leur chance. Hein. L'équipe de la Guinée équatoriale, je pense ils vont vouloir avoir la possession du ballon. Et comme le savent bien faire les Équato-Guinéens, je pense qu'ils vont jouer en contre. Et on le sait tous, en contre, ils sont efficaces, ils sont très rapides. Donc ça reste à la Guinée équatoriale d'être efficace de faire preuve de réalisme hein, devant les buts adverses. C'est vrai que Naby Keita, la star de cette équipe, est aussi blessé. Il est revenu dans la compétition. Il n'est pas encore à 100%. Mais ils doivent faire très attention défensivement, puisqu'en contre, la Guinée équatoriale est impitoyable. Yves Saint-Ouen, pour cette rencontre, je vois la Guinée équatoriale passer. Percer, ça va être difficile. Mais la Guinée Conakry n'a pas les armes nécessaires pour contenir cette formation de la Guinée équatoriale qui, ma foi, ne calcule jamais ses adversaires. Son idée, sa philosophie, c'est toujours de prendre du plaisir, d'aller toujours de l'avant. Ils ont marché sur les éléphants. Hein. Voilà, donc s'ils ont réussi à marcher sur les éléphants. Les matchs se suivent, mais ne se ressemblent jamais. Mais la mentalité reste toujours même. La Guinée-Conakry, c'est vrai que c'est une belle équipe qui a une solidarité en son sein. Avec Kaba Diawara qui fait un travail impeccable. Oui. Mais je pense que c'est insuffisant pour pouvoir contenir cette formation. Alors très rapidement, Égypte, RD Congo qui part. L'Égypte ne m'a pas convaincu pendant cette phase de poule. Moi, je vois plutôt cette équipe joueuse de la RDC passer. La RDC qui a souvent le ballon, mais qui ne fait pas. Oui, trop... c'est le problème offensivement. Ils doivent faire preuve de réalisme. Hein. Bakambu, Fisson Mayele, Meshak Ilia, le trio d'attaque, ils doivent faire le nécessaire. Gaël Kakuta au milieu qui fait un bon jeu. Voilà, derrière, solide Chancel Bemba derrière. Moi, je vois plutôt la RDC passer parce que l'Égypte, je ne suis pas convaincu. On connaît tous l'histoire des Égyptiens. C'est quand ils se retrouvent dans cette deuxième partie-là qu'ils trouvent toute la force qu'il faut pour aller chercher la phase finale de cette compétition. C'est comme on l'a dit, c'est maintenant la CAN commence. Donc c'est maintenant, il faut sortir le grand jeu. Si on veut poursuivre l'aventure, si on veut continuer, c'est maintenant, il faut sortir le grand jeu. Maintenant, si l'Égypte arrive finalement à passer devant la RDC, ça ne serait pas une surprise. Parce que l'Égypte, c'est un grand nom du football africain. L'équipe du Congo, elle est en reconstruction actuellement. Donc si l'Égypte arrive à passer, bon, moi je pense que ça ne serait pas une surprise. Cap-Vert, Mauritanie. Yves, Cap-Vert, Mauritanie, qui passera et qui restera. Il faut se méfier de ces équipes mauritaniennes qui est venue pour créer des troupes dans cette canne-là. Elle n'a plus rien à perdre. Elle a déjà atteint son premier objectif, c'est de gagner un match. Okay. Et maintenant, le bonus, c'est d'avoir pu décrocher une place pour les huitièmes de finale. Donc, pour moi, elle a déjà fini sa canne. Donc, il faut se méfier de cette équipe-là. Mais le Cap-Vert est devant. Le Cap-Vert a fini première. Cap-Vert, Mauritanie. On est tous devenus amoureux du football des équipes lusophones. Donc, moi, je vois cette équipe du Cap-Vert entreprenante, très efficace passer devant. C'est vrai que la Mauritanie fait un jeu compact derrière. Ils ont des individualités, mais ce n'est pas encore ça. Face à cette équipe du Cap-Vert, ils auront fort à faire. Et face à ces attaquants qui sont impitoyables, ça sera compliqué pour eux. Mais le football reste le football sur le terrain. Avec ses surprises. Depuis le début de cette CAN, franchement, c'est peut-être que la Mauritanie sera la nouvelle surprise qu'on aura Alors, très en huitième de finale. Sénégal-Côte d'Ivoire.
L'autre Sénégal. équipe qui a été repêchée juste hier, hein, à pareille heure, ils ne savaient pas ce qui va se passer. C'est aussi un gros Aujourd'hui, choc du football africain, une affiche de demi, voire finale. franchement, Un match qui sera probablement disputé. Mais moi, je vois beaucoup plus les Ivoiriens passer parce que moi, je l'ai dit, si par miracle la la Côte Côte d'Ivoire d'Ivoire, arrive à revenir dans cette compétition, là, elle sera inarrêtable. Puisque là, ils étaient déjà quasiment éliminés. Là, maintenant, ils sont revenus. Ils ont le moral hein, très haut. Là, maintenant, ce qu'il faut faire, hein, le discours que MS Faye et ses agents doivent porter à ces joueurs ivoiriens, là, maintenant, c'est le fighting spirit, c'est le mental. Parce que c'est la seule chose qui leur manque actuellement. ouais, ouais. Ils ont été honnis devant leur public. Ils ont à cœur de se racheter. Et face au Sénégal, champion d'Afrique, ça sera compliqué. Parce qu'à l'UCC et ses joueurs ne vont pas se laisser faire aussi. Donc, voilà. on va assister à un match très compliqué. Sur ce point, je préfère ne pas donner de Ils sont la pronostic. Côte d'Ivoire repercée. Est-ce que ce n'est pas le moment pour les éléphants de rendre fier le peuple ivoirien? Ouais, et il y a une différence entre avoir envie et avoir la capacité de le faire. Donc voilà, face à cette équipe sénégalaise, je pense que sur papier, la Côte d'Ivoire n'existe pas. Parce que le Sénégal peut faire monter deux équipes qui peuvent aller en quart de finale dans cette Oui. compétition. Donc quand on remplace les jeunes, ceux qui vont rentrer, toi-même quand tu vois, toi-même tu sais que voilà, le match n'est pas encore terminé. Donc la Côte d'Ivoire, je pense que cette situation peut avoir un double sens, comme un couteau à double tranchant, c'est-à-dire quoi? L'humiliation subie à domicile face à l'équipe équato-guinéenne et aussi le public qui a été blessé et aussi qui les a blessés. Je pense que Oui, oui. cette situation peut redonner une autre énergie à cette formation ivoirienne. Mais est-ce que l'énergie là pourrait suffire pour pouvoir venir à bout du Sénégal? Moi, je ne pense pas, sincèrement. Donc, le Sénégal, pour moi, pas d'office favori, mais il faut faire beaucoup attention parce que l'équipe qui peut créer une surprise dans cette compétition et qui peut faire sortir le Sénégal, pour moi, peut être aussi cette Côte d'Ivoire là parce que la situation qui s'est produite la dernière fois peut avoir un double sens et le deuxième sens c'est d'éliminer le Sénégal. Mali-Burkina Faso. Mali-Burkina Faso, match équilibré, voilà, deux formations qui titubent toujours. Le Mali très joueuse, le Burkina très craintif, mais au fil des matchs, je vois clairement voilà, cette équipe burkinabèse très stratège, avec beaucoup plus de cohésion, beaucoup plus compact derrière. Et tout le monde joue pour tout le monde, donc il n'y a pas, c'est moi j'ai cette partie, donc je ne suis pas là, toi tu viens, tu comptes. Donc il y a trop de complémentarité, contrairement au niveau du Mali. Moi, je vois clairement le Burkina passer s'ils arrivent à marquer au moins un but. Très rapidement. Moi, je vois le Mali passer parce qu'ils ont un jeu beaucoup plus offensif, un jeu collectif. Le Burkina, c'est la solidité derrière, un milieu de terrain qui n'est pas mal aussi avec Stéphane Aziz et Blati Touré dans le milieu de terrain. Mais moi, je pense que face à l'équipe malienne, le Mali fera beaucoup plus option sur l'offensif et je pense que le Mali va passer. Alors très rapidement, Maroc-Afrique du Sud. Maroc-Afrique du Sud, d'office, le Maroc est favori. Mais c'est sans compter sur Placide Tao et ses coéquipiers. C'est vrai que l'Afrique du Sud, jusque-là, on n'a pas vu grand-chose. Mais nous sommes à la canne des surprises. L'Afrique du Sud peut créer la surprise, sachant bien que cette équipe du Maroc n'a pas, c'est vrai, gagné, mais dans le fond, ce n'est pas encore flamboyant, ce n'est pas encore clinquant. Donc, moi, c'est vrai, sur le papier, le Maroc pas favori, mais il va falloir batailler dur pour repasser. Alors, qu'est-ce que l'Afrique du Sud peut mettre en avant aujourd'hui pour inquiéter cette équipe marocaine? Moi, je pense que c'est une équipe qui se crée des occasions, une équipe joueuse, une équipe qui est composée pour la plupart des joueurs qui évoluent sur le continent africain, beaucoup plus composée aussi des joueurs qui jouent sur le plan local, de l'équipe Mamelodi Sundowns. Donc, c'est des joueurs qui se connaissent, c'est des joueurs qui jouent ensemble depuis un bon moment. Donc, un collectif qui est déjà en place
La seule chose qui leur manque, selon moi, c'est l'efficacité devant les buts. C'est-à-dire que Percy Tao, à l'entame, il a arrêté son penalty, après il s'est rattrapé. Donc peut-être sur ce match, ils peuvent trouver un penalty, il va falloir faire preuve de réalisme. Il va falloir concrétiser les occasions ou les quelques occasions qu'ils vont vouloir se créer. C'est ça? Selon vous? Bon, selon moi, je pense que cette équipe sud-africaine n'a rien à envier à cette formation marocaine. Moi, je le dis toujours, cette équipe marocaine n'est pas aussi fort mentalement. Il suffit juste de le titiller un peu et ça va commencer par se fâcher, voilà, faire des fautes. Évitable. Donc voilà, vous vous souvenez, c'était passé à la CAN 2019, il a suffi que le Bénin marque un but et refuse de sortir. 2019 et aujourd'hui, je pense que... c'est l'eau a coulé sur les ponts. De différence. Écoutez, voilà, il y a des équipes qui sont comme... l'histoire peut toujours se répéter. Non, je ne dis pas que forcément l'histoire va se répéter exactement. Je dis simplement que voilà, cette équipe, mentalement, n'est pas aussi forte qu'on l'imagine. Surtout quand elle est favorite. Quand elle est en position de favorite, elle n'est pas aussi forte que ça. C'est comme le Paris Saint-Germain. Donc, c'est pour dire simplement que voilà, l'Afrique du Sud n'a rien envie à cette formation marocaine. Oui. Il suffit juste de ne pas trop se livrer, de laisser le ballon au Maroc et d'essayer de contenir les assauts offensifs, d'essayer de bloquer les couloirs parce que ça va vite dans les couloirs. Donc quand ils vont aussi en milieu de terrain, d'essayer de gagner la bataille du milieu de terrain avec Amrabat qui ne lâche rien. Donc il va falloir densifier le milieu et essayer de compter clairement sur les contres et de mieux les exploiter. Je pense que ça va passer. Alors Yves Sangouin, nous sommes déjà à la fin de notre plateau spécial Cannes. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de continuer par vivre cette compétition. D'abord, moi, je tiens calmement à remercier le COCAN qui démontre que la Côte d'Ivoire, c'est vraiment un pays... une terre d'hospitalité. Voilà, d'hospitalité et puis un pays où voilà, on met en avant la performance, la qualité. Ils ont fait une très belle organisation. J'espère que ça va continuer jusqu'à la fin. Ange Mondier. C'est comme on le dit depuis un moment, le football africain est en pleine révolution. Les équipes qui sont taguées d'être petites sont en train de montrer tout le contraire qu'on pense d'eux. Et ils ont un jeu flamboyant. Aujourd'hui, on assiste à un spectacle impressionnant. Le football africain est en train d'évoluer. Donc, on se fait respecter désormais. Voilà. Moi, je pense que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. On a encore plein de matchs à suivre. Des surprises, on en aura encore. Oui. Voilà, et aussi profiter pour remercier tous ceux qui nous suivent au quotidien. Merci à vous, Ange Mondier. Merci à vous, Yves Sangouin. Merci à tous nos téléspectateurs. On va également remercier les hommes de l'ombre qui ont permis à nos téléspectateurs de nous avoir chez eux sur leurs écrans. Merci à vous. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.